Pegasus no Seiya, un garçon qui malgré lui s'est retrouvé embarqué dans un combat et une quête qui n'était pas les siennes. Lui et ses demi-frères ont toujours su combattre les forces du mal afin de protéger la terre et le monde des humains alors qu'ils n'étaient que des ados. Saint Seiya, c'est l'histoire de 10 frères combattant pour l'amour et la justice. 10 frères qui ont subi les pires tourments. 10 frères à qui on n'a pas donné la cause pour laquelle ils se battent. 10 frères qui sont nés sous les mauvaises étoiles. Et parmi ces 10, 5 représentent l'espoir. Et parmi ces 5, un symbolise l'espoir absolu, le dernier rempart face aux forces du mal. Celui qui ne s'effondrera pas. Celui qui de ses magnifiques ailes, que ce soit sous une armure de bronze ou d'or, protégera toujours ses amis. Seiya. Et c'est donc à ce courageux et vaillant chevalier d'Athéna que nous allons nous intéresser aujourd'hui, Seiya de Pégase. J'arrive sur l'industrie à dos de Pégase pour charmer les sorciers, boire le sang des vampires. Avant d'être le chevalier Pégase et le chevalier de Sagittaire, Seiya est avant tout un adolescent de 13 ans. L'histoire de Seiya, c'est l'histoire d'un garçon qui n'a pas eu de chance, l'histoire d'un enfant qui apprend à devenir un homme. À 6 ans à peine, il est forcé de s'entraîner d'arrache-pied pour passer l'examen de chevalier. Un titre qu'il ne cherche même pas à obtenir au début. Il finit par obtenir ce fameux titre, mais perd sa sœur par la même occasion. Il entamera donc un périple pour la retrouver. Bah oui, maintenant qu'il a obtenu l'armure de Pégase, il peut bien faire ce qu'il lui chante, non? Malheureusement, non. Dans son désir ardu de retrouver sa sœur, il va céder à la pression de ses bourreaux, à la fondation Grade, en participant à un tournoi. Et c'est de là que commencera tous les problèmes de Seiya, mais aussi ceux de ses compagnons, en fait de ses frères. Que ce soit le combat contre Ikki, la bataille contre les Shiroba Saints, ou encore celle des Chevaliers d'Or, Seiya en a pris pour son grade. Le premier grand changement dans la vie de Seiya fut lors de son combat qu'il opposa à Jabian du Corbeau. Selon moi, c'est lors de ce combat que Seiya a réellement et totalement dévoué sa vie à Athéna. Ce moment est l'un des plus importants de l'œuvre puisque c'est là que la priorité de ses objectifs change totalement. Jusqu'ici, l'objectif principal de Seiya était de retrouver sa sœur disparue. S'il a obéi à tous les ordres de Saori, c'était uniquement pour réaliser son but et rien d'autre. Et lors de ce combat, Seiya ne montra non pas sa dévotion envers la déesse Athéna, mais celle envers Saori Kido. Je ne pourrais pas dire pour les autres Bronze Saints, mais il est clair que Seiya considère Saori davantage comme une fan que comme une déesse. Ce dont Seiya s'est rendu compte à ce moment-là, c'est premièrement que Saori était importante pour maintenir la paix sur Terre, mais que cette lumière qui peut sauver cette planète tant convoitée par les forces du mal est paradoxalement faible. Et c'est vrai, malgré le cosmos gigantesque qui habite en elle, Saori est quelqu'un de fragile. Je ne sais pas si on peut dire qu'à ce moment-là, Seiya est tombé amoureux de Saori, il n'y a aucune confirmation là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, Seiya s'est rendu compte que protéger la femme qu'il tenait dans ses bras était primordial pour la survie du bien et de la justice sur Terre. Et c'est donc à ce moment-là qu'il s'est mis en tête de tout faire pour protéger la vie de Saori. Seiya a su mettre son objectif personnel de côté pour se consacrer uniquement à la protection de sa déesse. Il a lui-même dit, il ne se bat pas parce que Saori le lui demande, mais parce qu'il doit se battre et c'est son rôle en tant que chevalier d'Athéna. Saori-san, 俺はあんたに言われて戦ってんじゃない。俺があんたのために戦いたいんだ。 La dernière preuve en date de la dévotion complète de Seiya se trouve dans le film 5 scénarisé par Kurumada. À la toute fin, quand Seiya perd la mémoire contre Apollon, on doit rechercher sa sœur. Il finit par tomber sur la maison de Saori. Cela peut vouloir dire deux choses. Premièrement, ce n'est que lorsque Seiya a oublié Saori qu'il s'est remis en tête de retrouver Seika. Et deuxièmement, malgré le fait qu'il ait perdu la mémoire, il finit toujours par retrouver le chemin qui mène à Saori. D'ailleurs, lorsque Seiya dit rechercher quelqu'un, partie de Seika sa sœur ou d'Athéna, je pense que c'est à chacun de se faire sa propre idée là-dessus. Une telle façon de penser n'est rien d'autre qu'une très grande preuve de maturité chez Seiya. Et là, on n'est qu'au début de l'œuvre. Là, je viens d'essayer d'expliquer comment Seiya a fait de la protection de Saori une priorité pour lui. Maintenant, je vais tenter d'expliquer comment il est devenu le chevalier de l'espoir. Bon, reprenons la chronologie. Après son combat contre le chevalier du corbeau, Seiya va faire la rencontre du chevalier du lion, Aliolia. Chevalier avec lequel il a déjà quelques affinités puisqu'il avait déjà rencontré au sanctuaire durant son entraînement. Ce que je veux faire ressortir lors de cette rencontre, c'est le changement de Aliolia. Alors la question est, qu'est-ce qui a réellement orchestré ce changement selon vous? Beaucoup me répondront que c'est sûrement le cosmos d'Athéna et vous avez complètement raison. Mais je pense que ce n'est pas là l'unique raison. Et pour être honnête avec vous, je pense que la détermination de Seiya a aussi beaucoup joué et que Aliolia a vu en Seiya l'âme de son frère Aiolos. Parce que oui, Aiolos et Seiya ne sont peut-être pas nés sous la même étoile, mais ont un destin très similaire.
Bref, le moment où Seiya est devenu le chevalier de l'espoir est sûrement la bataille la plus connue du manga, celle des 12 maisons. Pour mettre un petit peu dans le contexte, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Saori se rendent au sanctuaire pour négocier avec le grand Pop. Mais comme on s'y attend, il s'agissait d'une grosse embuscade causée par celui-ci. Nos 5 chevaliers de bronze ont donc 12 heures pour traverser les 12 maisons, chacune gardée par un chevalier d'or et arriver au grand Pop. Pourquoi est-ce que je dis que c'est lors de cette bataille que Seiya est définitivement devenu le chevalier de l'espoir? Il y a plusieurs raisons à cela. La première est l'ultime cosmos. En effet, Seiya est le premier lors de son combat contre Aldébaran du Taureau à éveiller son 7e sens et c'est vraiment très symbolique. Pourquoi je dis que c'est symbolique? Parce que le 7e sens représente l'espoir pour nos chers chevaliers de rang bien inférieur de vaincre des chevaliers d'or. Avant, bien qu'ils avaient conscience de l'existence de ce 7e sens, puisque Mu leur a appris, il n'y avait aucune preuve, en tout cas jusque-là, que ce stade était atteignable pour eux. Il ne faut pas oublier que normalement, la différence de puissance entre un chevalier de bronze et un chevalier d'or est abyssale. Et pour moi, sans le petit boost de Saori, il n'y aurait que Ikki qui aurait pu rivaliser avec ceux-ci. Et Seiya, lui, a démontré que ce n'était pas le cas et que cela était possible. La deuxième raison est beaucoup plus évidente. Les chevaliers de bronze sont tour à tour tombés au combat. D'abord Ikki contre Shaka, ensuite Shiryu contre Shura, Yoga contre son maître Kamyu, puis en fait Shun contre Aphrodite des poissons. Et ceux-ci ont remis tout leur espoir entre les mains de Seiya, seul rempart encore debout. Ça ne s'arrête d'ailleurs pas qu'à ces 4-là. Jabu et les autres sont également concernés et ils ont tout misé sur Seiya. Et Seiya en a conscience, c'est pour ça que malgré les assauts de Saga, le chevalier Pégase s'en relèvera toujours jusqu'à en dégoûter son adversaire. Lui qui est le seul espoir de la Terre continuera toujours d'aller de l'avant et ce qu'importe l'adversaire. Que ce soit un humain, un chevalier d'or, un dieu, un guerrier, il continuera toujours d'avancer. Ce schéma se répétera dans tous les arcs. Dans l'arc de Poséidon, Seiya bandira la flèche du Sagittaire devant le dieu des mers tout en sachant que celle-ci se retournera contre lui. Si Seiya agit de la sorte, ce n'est pas par folie, mais par obligation. Il sait que s'il flanche à ce moment-là, plus personne ne pourra arrêter la folie destructrice du roi des mers. Cela se répète encore dans le Mekai, au moment où le désespoir gagne nos héros, c'est-à-dire au moment où Thanatos détruit les armures d'or venues aider les bronzes. C'est encore une fois Seiya qui débloque la situation en éveillant son armure divine, et pour moi, à ce moment-là, Seiya et les autres éveilleront un autre sens appelé l'hypersens. Mais bon, on se concentrera dessus pour une autre vidéo. C'est après que les autres éveilleront tour à tour leur armure divine et pourront aller défier Hadès. Même dans les adaptations où Seiya apparaît, c'est le cas. Dans Omega, Seiya n'est plus vraiment le héros, mais la solution pour vaincre les Palalis de premier rang ainsi que Saturne viennent encore de lui. C'est encore lui qui montre la voie aux autres pour débloquer l'Omega. Si on s'intéresse rapidement aux techniques de Seiya, on peut même y voir certaines significations. Seiya possède principalement 3 techniques. La première de ces techniques, et la plus connue, c'est le Pegasasuno Ryuseiken. En réalité, c'est une rafale de coups de poing donnée à une certaine vitesse. Pour moi, cette attaque peut représenter l'acharnement de Seiya, le fait de ne jamais abandonner et de toujours se relever. Son autre attaque phare, c'est le Pegasasuno Shiuseiken, la comète de Pégase. Cette attaque peut être vue comme une attaque qui rassemble tous les sentiments de tous ses camarades et de tous ceux qui espèrent en lui. La troisième, et celle qu'il utilisera le moins dans le manga et dans l'anime d'ailleurs, le Pegasasuno Roaring Crush. Ce tourbillon est sûrement l'attaque qui symbolise le mieux sa constellation, le fait de s'envoler tel un cheval ailé. Même si on prend en compte son attaque en tant que chevalier du Sagittaire, c'est-à-dire la flèche d'or du Sagittaire, on peut faire quasiment la même association qu'avec la comète de Pégase. D'ailleurs, Aiolos l'utilisera devant le mur des lamentations de la même façon. La constellation protectrice de Seiya est Pégase. Dans les différentes mythologies, Pégase est décrit comme un cheval ailé de couleur blanche, parcourant les cieux à l'aide de ses magnifiques ailes. Si Shun représente parfaitement sa constellation, qui est Andromède, Seiya représente très bien Pégase, un chevalier se levant dans les cieux et qui de ses ailes porte les espoirs des habitants de la Terre. Il ne faut pas oublier que comme j'ai dit au début de la vidéo, Saint Seiya c'est l'histoire d'une bande de frères qui n'ont jamais eu de chance dans la vie. C'est l'histoire d'une vie remplie de tristesse et de mélancolie. Pour moi, une adaptation de Saint Seiya qui se dit respecter l'histoire originelle de Kurumada ne pourra jamais se finir totalement bien. Et si un chevalier mérite bien le titre de Gerudo Saint, le titre le plus prestigieux qu'un chevalier puisse avoir, c'est bien lui, Seiya. Si Next Dimension continue, il est clair que Seiya deviendra officiellement le chevalier d'or du Sagittaire, lui qui ne cesse d'aller de l'avant. Saint Seiya, c'est une histoire triste, et elle est triste parce que justement, il s'agit de l'histoire d'un saint nommé Seiya. Un saint qui n'a pas demandé à l'être, mais qui ne s'est jamais plaint. Un saint qui a accepté son destin, mais un saint qui a souffert. Un saint dont la seule erreur fut de naître sous l'étoile de Pégase,
car quiconque est attaché à cette étoile ne peut avoir une vie paisible. Alors voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé un style un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, donc voilà, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Si jamais il y a d'autres personnages que vous voulez que je fasse, vous pouvez me le dire, à condition bien évidemment qu'ils soient intéressants. Dans ma tête, j'en ai d'autres. J'avais pensé à faire Saga, mais il existe déjà une vidéo sur lui qui a été faite par, qui est très bien faite d'ailleurs, qui a été faite par Mr Z. Donc je me suis dit que peut-être je vais faire Canon. J'ai pensé aussi à d'autres personnes comme Iki, etc. Et j'ai pensé à d'autres... Et j'ai pensé aussi à d'autres personnages comme Gon de Hunter x Hunter et à parler d'autres choses. Sur ce, je vous invite vraiment à liker la vidéo si elle vous a plu, ça m'aide vraiment. Je sais que j'ai été assez inactif donc j'ai perdu pas mal de visibilité. Ça me ferait vraiment plaisir que vous partagez la vidéo, que vous en parliez autour de vous. Vraiment, le partage et les likes, c'est vraiment une chose vraiment très importante. En tout cas, bien sûr, à condition bien sûr que vous ayez aimé la vidéo. Si jamais il y a des problèmes, il y a des critiques, si jamais il y a un problème de son, si vous pensez que quelque chose ne va pas, je vous invite à tout laisser en commentaire. Je suis hyper ouvert là-dessus, donc voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée. Pour ceux qui se trouvent dans des pays à risque pour le coronavirus, restez chez vous. Moi, je suis au Canada, donc visiblement, j'ai pas trop de... Enfin, il y a quand même des cas, mais il n'y en a pas autant qu'en France. Donc vraiment, restez chez vous, restez confinés, c'est important.